Bonsoir à tout le monde, ceux que je n'ai pas vus, et bonsoir à notre journaliste qui est toujours fidèle au poste. Désignation. Je vais désigner un secrétaire une secrétaire de séance et nommer Régine Gauthier-Gudin. Il faut le faire approuver, ça. C'est pas la peine. Ah bon, parce que approuver. Approbation du procès verbal. Gasquet Jean-Paul. Ojog-Yvan donne pouvoir à Franck Ballandra. Ballandra Franck. Brognard Frédéric. Broutin Éric. Catala Marie-Claude. Chavannes Alexandre. Coyard Sylvie. De Saint-Jean Agnès. Durand Brice. Flodor Jean-Pascal donne pouvoir à Agnès de Saint-Jean. Foncouberte Monique. Gambu David donne pouvoir à Bernard Guyénon. Gauthier Gudin Régine présente. Guyénon Bernard. Jeannot Céline. Julien Thierry. Leroy Bertrand. Margan Laura donne pouvoir à Sylvie Coyard. Minchard Jean-Louis. Mondelin Corinne. Montagnon Géraldine donne pouvoir à Jean-Henri Soumireux. Morel Régine. Morio Monique. Reynaud Evelyne. Simon Laurence. Soumireux Jean-Henri. Ternaud Marianne. Thomasson Sylvie. Bon, je ne le fais pas d'habitude, mais je vais le faire parce que, comme tout le temps le taquine, j'ai eu Yvan Ojog. Il arrivait de Marseille cet après-midi et maintenant il repart de nuit à Metz. Et je crois que Franck était au courant puisqu'il t'a donné le pouvoir. Donc je voulais quand même dire vraiment, parce que souvent il est absent, mais c'est pareil, comme il m'a dit, il faut que je vende mon vin, il faut que je vende mon vin, et c'est son grande préoccupation. Voilà, je ne fais pas l'habitude, mais là, comme Yvan aurait aimé être ici, je me permets de le signaler. L'approbation du conseil. Je demande l'approbation du conseil municipal du jeudi 11 septembre 2025. Avez-vous des observations? Je ne pense pas, d'habitude vous le faites par écrit. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Brice Durand pour la décision modificative numéro 3. Donc, décision modificative numéro 3, donc c'est la troisième qu'on s'apprête à voter, qui fait donc suite donc à deux autres, qui a donc vient modifier le budget primitif. Alors modifier le montant total n'est pas modifié, mais en effet, on a des ajustements entre les différents chapitres, et puisque en effet ces ajustements demandent à chaque fois une nouvelle délibération. Bien entendu, on reste toujours à l'équilibre, donc ça demande en effet des modifications donc dans les deux sens pour que l'équilibre soit respecté. Donc, concernant cette décision modificative, si on prend donc sur la section de fonctionnement, alors le plus gros montant sera sur la section d'investissement. Là, sur la section de fonctionnement, il y a quelques petits ajustements sur quelques lignes. Notamment, si on prend la première, donc c'est
sur la première colonne, sur les valeurs, en termes de valeurs, première colonne, donc on a le budget, le montant du BP, du budget primitif, ainsi que les DM qui ont été votés, donc sur 2025. Donc ça, c'est l'état actuel. Et la colonne suivante donne la modification qu'on apporte aujourd'hui. Donc, sur le premier chapitre, on apporte une modification, c'est le 0,14, qui est l'atténuation de produits. Donc, en fait, ça correspond à un trop perçu fiscal de la commune que l'État nous récupère, et donc forcément qui n'était pas prévu. Et on rajoute donc en charge 10 000 € sur cette ligne pour pouvoir, en effet, faire passer ce trop perçu. Sur les autres lignes de charge, on a aussi quelques ajustements sur les autres charges de gestion courante, donc pour 3 000 €. Donc là, ça concerne rapidement, hein, ça concerne un ajustement au niveau des retraites élus, donc au niveau puisque c'est sur ce chapitre que passent les indemnités d'élus. Et là, en l'occurrence, il y a eu peut-être un petit souci au moment de la budgétisation en début d'année, et qui fait qu'on ajuste à 3 000 €. La ligne suivante, c'est les charges financières. Donc là, c'est 4 500. Donc là aussi, un ajustement concernant donc l'emprunt qu'on a effectué, qui est un ajustement au niveau des. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais au niveau des. Donc, c'est les intérêts de cet emprunt, et au niveau des ICNE, c'est des intérêts courus d'avance, mais en fait, au moment où on a fait le budget, on ne savait pas exactement à quel moment on allait le décaisser, et donc ça, voilà, il y a des ajustements qui se créent, et au niveau de ces intérêts. Donc c'est par rapport à la période à laquelle on a débloqué l'emprunt. Et puis, alors, donc ça nous fait donc trois lignes de charges supplémentaires. Donc on vient compenser, alors, avec une ligne de charges, alors qui sont les charges exceptionnelles, où on avait mis 10 000 €. Donc en fait, avec ces 10 000 €, on les retire pour les mettre finalement au profit de l'atténuation de produits, qui équivaut en effet aux 10 000 €. Donc une ligne qu'on se réserve à chaque fois sur le budget. Donc on vient compenser d'un côté 10 000 €, et puis le reste, pour les 7 500 € restants, on vient rajouter des recettes donc de fonctionnement au niveau de la fiscalité locale, donc qui concerne notamment la taxe d'aménagement, et je viendrai vous en toucher deux mots à la fin du conseil municipal, pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau de notre taxe d'aménagement. Donc là, on va avoir des recettes supplémentaires. On en a mis une petite part sur cette ligne, donc 7 500 €. Donc qui viennent compenser les charges supplémentaires qui ont été vues précédemment. Donc 7 500 € au total. Voilà, c'est pas énorme, hein, c'est une petite décision modificative. Pour les investissements, c'est un peu plus important. Donc le détail avait été fourni, je crois, dans la note de synthèse. Donc, au niveau, alors, au niveau des investissements, donc c'est toujours la même chose. En fait, on marche par toujours opération, et à chaque fois qu'il y a des modifications entre opérations, on est obligé de rajouter, donc de faire une délibération. Si on prend dans l'ordre. Alors, je vais prendre dans l'ordre des opérations. Donc, sur la plus grosse, hein, 66 900 sur les bâtiments, donc hors école. Donc, dedans, sur ces 66 000, on a 50 000 qui concernent la Ciccinella, donc, qui est donc l'auberge de Liergue, qui va changer de propriétaire, vu qu'on a publié une annonce. Alors, ce commerce avait la particularité jusqu'à maintenant de ne pas avoir un bail commercial, mais d'avoir comment on peut appeler ça? Un mandat de gestion, pas un mandat de gestion, une convention qui a été signée, puisqu'en fait, du coup, à aujourd'hui, il n'y a pas de fonds de commerce.
Et dans cette convention étaient prévues en effet des indemnités de sortie qu'on reversait suite aux investissements que l'exploitant actuel a fait dans le local. Donc là, si on regarde au niveau de la convention, on était, si donc ils s'en vont à ce jour, ça donne en effet 50 000 € à verser à l'exploitant, qui correspond finalement à l'investissement qui a été fait dans le local et qui serait passé de toute façon sur cette opération-là. C'est pour cette raison, alors j'en reparlerai peut-être à la fin ou j'en parle là, mais pour le prochain preneur, l'idée, ce serait en effet, l'idée, c'est de faire un bail commercial et, et en même temps de mettre un droit au bail, de faire payer un droit au bail qui permettrait de récupérer notamment ces 50 000 €. Puisque par la suite, le futur preneur pourra revendre le fonds de commerce, comme ça a pu être le cas à la bascule à Pouilly. Donc en l'occurrence, on serait un peu perdant, puisqu'à un moment donné, finalement, le fonds de commerce, en quelque sorte, il existe déjà aujourd'hui. Donc on ferait payer un droit au bail au moins de 50 000 € qui permettrait de rembourser cet investissement. Je continue, je prendrai les questions peut-être à la fin. Pour le reste... Oui, simplement, ce droit au bail, il est... C'est bon? Non, normal, ce droit au bail, il était sur un échelonnement qui faisait que il y a combien de temps qu'il est là? Il y a 2 ans et demi. Alors bien entendu, on a plus à payer. Mais s'il avait fait le droit au bail, c'était jusqu'à 8 ans. Et à la 8e année, il y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'avait rien à payer. Actuellement, ça rentre normalement dans le... C'est ça, hein? En effet, c'est des amortissements, hein. Finalement, chaque année, ça s'amortit et donc la valeur diminue. Donc, en effet, c'est des investissements qui sont récents, donc forcément, il y a un montant qui est supérieur. Mais si on imagine qu'il s'amortit 10 000 chaque année, au bout de 5 ans, on est à 0. Donc là, pour cette année, c'est 50 000. Sur le reste de l'opération, donc on a également des aménagements de locaux pour 7 500 €, des fenêtres d'appartements qui ont été changées, 2 500 €, et puis également la toiture de l'église de Pouilly, qui correspond plus à une étude, à un supplément au niveau de l'étude, pour 7 000 €. Sur donc l'opération suivante, donc aménagement et réseau, on est à 25 600 €. Dedans, pour les plus grosses opérations, on a l'entretien du parc de Lierre pour 6 300 € qui vient se rajouter là. La dissimulation de réseau Orange, rue du Lavoir, 7 400 €, donc ça qui n'était pas non plus prévu. Des jardinières devant l'école de Gerniou à hauteur de 3 800 €. Et puis également des reprises de concessions au niveau du cimetière pour 4 400 €. Voilà pour les principales dépenses sur cette opération-là. Sur l'opération suivante, donc développement durable et patrimoine, on a 19 300 €. Qui sont alors principalement notamment des apports en terre végétale et des plantations de massifs sur l'Iergue. Également donc des frais d'acte géomètre au niveau de la voie du Taco. Et puis les opérations suivantes, donc l'école, 5 300 €. Là, ça concerne essentiellement, même que l'alarme de l'école de Gerniou, l'alarme incendie qu'il faut en fait refaire. Donc là, c'est une dépense qui est quand même urgente, puisque ça concerne la sécurité. Donc là, on en est pour... cette dépense est 4 100 € exactement. Et puis, dans les décisions, enfin les montants supplémentaires en culture communication, 4 000 € qui correspond à des guirlandes pour Noël, pour la façade de la bascule à Pouilly.
Donc, ces dépenses supplémentaires, donc, qui n'étaient pas alors, soit imprévues, soit pas forcément prévues au départ, donc, sont compensées par des diminutions d'autres dépenses qui étaient prévues, donc de 3 000 € donc, sur du matériel au niveau du local technique. Et puis, de l'autre côté, au niveau des recettes, et là, je vais avoir un problème pour voir. Au niveau donc des recettes, on va compenser en effet avec des dotations à hauteur de 29 600 € et puis donc des dotations supplémentaires de 29 600 € et oui, pardon, c'est la taxe d'aménagement qui tombe là. Excusez-moi, de l'autre côté, c'était pas du tout la taxe d'aménagement, c'était des impôts supplémentaires. Donc la taxe d'aménagement tombe bien sur l'investissement, puis ça ne va pas tomber en fonctionnement forcément. Donc là, à hauteur de 29 600 €, et on en attend beaucoup plus, mais on peut déjà mettre 29 600 € sur, ça c'est clair. Et puis la subvention, une subvention d'investissement de 83 500 € qui concerne la voie du TACO, qui tombe là. Et qui, plus exactement la gare, ouais. L'aménagement des 2 gares, Liergue et Jarniou. Donc voilà, qui vient compenser à hauteur donc l'ensemble de 113 100 €. Voilà pour cette décision modificative. Il y aura sûrement sur décembre une petite décision modificative 4 pour venir ajuster quelques lignes. On attend encore des ajustements à venir. Donc voilà, cette année, on en a eu plusieurs, mais finalement, en fait, c'est la vie normale d'un budget. Puisqu'en effet, en début d'année, on vote un budget, mais forcément, il y a des imprévus qui arrivent, des priorités qui peuvent éventuellement changer, demander des ajustements. Et c'est en ça que finalement, un budget vit. Et donc, par des décisions modificatives, on vient juste ajuster. On ne retouche pas, bien entendu, le montant global des total du budget fonctionnement ou investissement, puisque lui, voilà. Si vous avez des questions, je suis à vous. Question, c'est le moment. Hein. Par rapport au commerce de Liergue, donc du coup, on est propriétaire maintenant du fonds. Est-ce que les travaux qui ont été réalisés sont à la hauteur du budget, puisque vous avez sûrement un détail qui a dû être réalisé par des artisans? Est-ce que les 50 000 € sont bien justifiés? Je ne sais pas, c'est une question. Oui, alors ça correspond en effet, hein, c'est sur facture hein, que ça a été construit, ces montants-là. Donc en effet, c'est sur le montant qui ont été investis. Donc ça correspond à un calcul qui est fait avec une valeur nette au départ, une valeur nette comptable et puis un amortissement qu'on répercute. Sur en effet le fonds de commerce aujourd'hui, non, il est pas, en tous les cas, il n'est pas valorisé. Il n'y a pas de fonds de commerce aujourd'hui, puisque voilà. Oui, le but, en effet, si demain on fait un bail commercial, ça veut dire que le futur preneur pourra, quand il partira, vendre son fonds de commerce pour qu'un suivant prenne le bail à son tour. Et là, en l'occurrence, on pourrait laisser comme ça et juste lui faire signer un bail commercial au prochain. Mais on sera un peu perdant dans le sens où finalement, aujourd'hui, on va lui faire signer un bail pour un commerce qui existe déjà, avec une activité qui existe déjà. Donc en fait, on serait quand même perdant. Donc c'est normal aujourd'hui qu'il ait à payer une mise de départ, donc sous la forme d'un droit au bail, et puis sachant que derrière, il aura besoin de faire un investissement supplémentaire, notamment au niveau des tables et chaises au moment de la reprise, quoi. L'idée, c'est de trouver un élément juridique qui nous permette de valoriser l'investissement qui a été fait par la Cecinella au départ et qu'il nous demande de payer. Donc, c'est de trouver une procédure normale et juridique
qui tient la route pour qu'on reprenne une partie de notre investissement qui est de 50 000 euros de fait. Voilà. Et de toute façon, que récupérera en partie, voire beaucoup plus, le preneur qui, lui, créera son fonds de commerce à partir de zéro. C'est un peu ce qui s'est passé avec le bureau de tabac de Jarniou, puisqu'il a fait une liquidation judiciaire. Donc, il y a eu un fonds de commerce qui est tombé à zéro. Mais la personne qui reprend maintenant va créer son fonds de commerce et donc va en tirer profit dans quelques années en ayant investi 20 000 euros dedans. Sauf qu'on est dans un système de bail, donc on n'est pas tenu par un investissement que lui-même a fait. Mais même en fait, au-delà de l'investissement, finalement, il y a une estimation qui peut être faite à la limite au prix du marché. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vaudrait un fonds de commerce à l'endroit où c'est à Liergues si c'était vendu? Et on pourrait, donc on parle de 50 000 parce qu'en effet, on va payer là 50 000, mais c'est minimum, hein. Si, je ne sais pas les prix du marché, bon, ça va correspondre à peu près avec l'investissement qu'il va devoir, faire en plus. Il va arriver on va dire peut-être à 100, peut-être un peu moins de 100 000. Mais il faudrait voir au niveau du marché aujourd'hui, ça correspond à peu près au marché. Mais on pourrait très bien, en effet, faire un droit au bail à, je ne sais pas, à plus, hein. On peut monter à 100 000 ou j'en sais rien. Mais Ah, je vous arrête tout de suite là, tous les deux, parce que je vais quand même vous dire simplement une chose. Faut pas rêver. Actuellement, la vente des restaurants a des difficultés et que la vente d'un pas de porte de restaurant, même dans les villages, c'est très difficile. Il faut pas rêver. C'est pas une boulangerie et c'est pas un opticien. C'est-à-dire que il faut revenir à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a pas, moi, je tiens à vous dire simplement que par expérience, quand on voit le chiffre d'affaires des restaurateurs, il est en baisse. Il est en concurrence par des gens qui font comme ça va être le cas avec le pain du Gone, où ils font des sandwichs. Et puis les gens, au lieu d'aller au restaurant, ils mangent un sandwich et ça coûte bien moins cher. Voilà, c'est vraiment le... Voilà. D'autres questions? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, je vous remercie pour le modificatif numéro 3 présenté par Brice. Sévidoré, achat d'action Bertrand Leroy. Bonsoir. Donc, il est proposé, alors je vous rappelle que Sévidoré est donc une société citoyenne qui développe des panneaux solaires sur des ensembles d'entreprises ou de collectivités pour simplement produire de l'énergie renouvelable. Et c'est sa raison d'être, sans chercher à faire du lucratif, mais à développer cette technologie. Nous avons par le passé donc proposé 2 toitures pour les panneaux photovoltaïques pour Sévidoré, qui sont la mairie de Liergues et la salle des fêtes de Pouilly. Ces toitures donc sont louées pour une somme assez dérisoire, pour que puisse se développer donc cette technologie à grande échelle. Et on avait envisagé dès le départ donc de prendre des actions. Nous avons pris 10 actions à 50 € dès le départ. Et il est proposé ici de faire en sorte que la location de l'année 2025 soit repris pour 10 actions à 50 €
pour les aider à développer de nouvelles structures de panneaux solaires sur de nouvelles toitures, et puis pour inciter les autres entreprises et les autres collectivités de la communauté de communes à faire la même action, et donc multiplier les chances de faire des toitures en photovoltaïque. Donc il est proposé au Conseil de faire cette validation de complément au capital de Sévidoré de 10 actions à hauteur de 500 €. Des questions? Est-ce que tu connais Bertrand? Alors, c'est une action très louable, hein, pas de souci là-dessus. Juste une question. Est-ce que tu connais les besoins de financement de ces Sévidoré pour leur nouvelle tranche, justement, au global? Merci. Alors pour l'instant, ils n'ont pas lancé de nouvelles tranches. Ils sont à une quinzaine d'installations qui vivent. Actuellement, ils sont en train d'installer sur un nouveau site, je crois que c'est à Sainte-Paul, une nouvelle structure où ils ont besoin d'emprunter pour réaliser. Alors, ce n'est pas nos 500 € qui vont faire qu'on va compenser, hein, mais disons qu'ils sont toujours dans une phase où, à chaque fois qu'ils créent des nouveaux sites, eh bien, ils ont d'abord l'investissement avant d'en avoir le retour de Enedis, qui est peu ou prou un an plus tard. Donc, il y a toujours un besoin de fonds de roulement. Et donc, ça peut permettre, si c'est multiplié par un certain nombre de communes, de multiplier ce fonds de roulement et donc de permettre de ne plus devoir emprunter aussi régulièrement pour augmenter leur nombre de toitures. Petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre, puisqu'ils auront suffisamment de toitures et de revenus pour pouvoir payer les emprunts. Y a-t-il d'autres questions? On va passer contre. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci dans le sens du développement durable, on peut être tous d'accord. Bertrand, création de tarifs de petites salles pour les locations privées. Alors là, je vous laisse en discuter. Donc régulièrement, nous sommes confrontés à une demande de privé pour des locations d'une heure, une demi-journée ou une journée de salle communale. Et donc, il paraissait important de créer un tarif pour cette location qui est parfois assimilable à des associations, mais pas toujours. Et donc, il fallait qu'on crée quelque chose qui nous permette d'avoir une réponse claire et facile pour les services de la commune, pour répondre aux demandes des privés. Donc, on a donc proposé d'avoir un tarif horaire pour les bureaux de 10 €, à la demi-journée de 25 € et à la journée de 40 €. Et pour les salles de capacité inférieure à 30 personnes, puisqu'au-dessus, c'est les tarifs classiques, on va dire, ce serait à l'heure 12 €, demi-journée 30 € et à la journée 50 €. À titre d'exemple, on peut prendre la salle du conseil de Jarniaux, qui est proposée pour une personne privée qui demande à pouvoir avoir des horaires pour la louer, et ainsi que le secrétariat de la mairie de Jarniaux, une personne qui doit faire des visites un peu, on va dire, confidentielles, et donc qui a besoin d'un lieu où voilà, il n'y a pas trop de monde qui passe et autres, et donc c'est un lieu qui paraît adapté pour son usage. Donc à 10 € l'heure, par rapport à ces prestations, ces consultations, ça paraît adapté.
Coworking au niveau des salles qui peuvent à la journée ou sur les tarifs, tu as une idée? Non, on n'a plus d'idée. Ouais. Mais non, mais pour avoir une idée, enfin, à peu près, enfin, non, je sais pas. Comment? C'est beaucoup plus, ouais. Oui, après, c'est pas la même prestation, on est d'accord, hein, mais c'était pour avoir une idée, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bertrand, au-delà des exemples que tu as donnés, tu as d'autres exemples de bureaux qui pourraient être loués parce que, ou de petites salles pour qu'on visualise un peu? Bah, notamment Alice Rosier, la cure, l'ancienne cure, voilà. Donc c'est la typologie de bâtiments, quoi, enfin de salles, on va dire. Des salles vraiment petites qui ressemblent plus à des bureaux ou alors des petites salles comme on a mis de moins de 30 personnes. Donc c'est vraiment réduit, quoi. Et du coup, en termes de... Donc là, j'imagine que vous avez réfléchi à la mise en place de ces tarifs parce que vous avez des demandes. Et après, derrière, vous avez envisagé une communication justement pour peut-être au-delà des demandes qu'on a aujourd'hui, stimuler un petit peu, donc avoir un petit catalogue justement de ce qui est louable et pas louable. Je crois que c'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose à proposer et de faciliter le travail, comme je disais tout à l'heure, des administratifs pour qu'ils aient quelque chose à proposer et voilà, et pas être devant des demandes qu'on peut pas solutionner. Mais le but, c'est pas de proposer à tous les privés de Porte des Pierres Dorées de louer des salles au risque de ne plus avoir des salles pour nos associations non plus. Oui, je ne sais pas si vous connaissez cette brochure pour les grosses salles. Ouais. C'est aussi pour répondre à des cas où les gens ne savent pas bien s'ils sont, on va le dire comme ça, s'ils sont dans le cadre associatif ou dans le cadre privé. Donc c'est pour que les choses soient claires et qu'on puisse leur dire qu'effectivement, ils sont dans le cadre privé et pas associatif et ils ne peuvent pas avoir les salles gratuitement. Est-ce que, en fait, ça concerne que Porte des Pierres Dorées ou ça peut être extérieur? Parce que là, présenté comme ça, on est éventuellement toute micro-entreprise pourrait se présenter, quoi. Oui, à ce jour. Ouais. Si vous souhaitez que ce soit que des habitants de la commune, entre guillemets, on n'a aucune obligation. C'est pas parce qu'on crée un tarif qu'on va ouvrir. Il faut que ça reste compatible avec les autres activités associatives. Là, c'est en effet, on a eu 3 ou 4 demandes en 2 semaines. Et on a préféré proposer ça plutôt que de créer des statuts qui soient un peu bancals, quoi. Alors que c'était réellement des demandes privées, c'est des micro-entrepreneurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient une salle gratuite non plus. Sinon, on n'est pas clair sur l'intérêt public de leurs activités, mais il paraît pas illogique que ce soit restreint en nombre parce qu'après, ça demande quand même une certaine gestion. Donc, autant les grosses salles sont disponibles à la location. On est d'ailleurs référencé sur 1001 salles, mais là, il y a des états des lieux entrants, sortants, des cautions. C'est assez structuré maintenant sur les 7 salles qu'on loue tous les week-ends. Autant ça, c'est des utilisations en semaine plutôt. Donc, on va pas pour 15 € chaque fois faire un état des lieux entrant-sortant. Sinon, il vaut mieux qu'on... Donc, enfin, après, c'est aux élus de définir la politique. Mais le but, là, c'était plutôt vu que c'est des habitants qui sont venus vers la mairie en disant, est-ce que vous avez des équipements qui peuvent correspondre à un lancement d'activité? C'était plutôt de trouver une solution pour pouvoir leur dire, oui, ça se trouve, dans 6 mois, ils auront développé leur activité, ils iront ailleurs aussi. Hein. C'était plutôt dans cet esprit-là, je crois. Mais... Oui, du coup, oui, il faudra qu'on soit vigilant sur l'utilisation des salles, que ça pénalise pas nos associations. Mais je vois que vous n'avez pas prévu de tarifs pour des locations en soirée, donc je pense que ça devrait limiter ce risque, justement. Et puis je rappelle quand même que c'est un bien public, donc on n'est pas là pour remplacer le privé non plus, quoi.
Qui est contre? Oui, excuse-moi. Une première question, effectivement. Donc là, effectivement, il n'y a pas de précision que c'est en semaine, effectivement, pour rebondir sur la remarque de Jean-Henri vis-à-vis des associations. Mais j'imagine que, effectivement, ce qu'on vise surtout, c'est en semaine, pour bien laisser de la priorité aux associations pour les soirs et le week-end. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Bertrand, après, quand c'est une association qui dépose effectivement une demande, c'est une association. Si elle a déposé ses statuts en préfecture, c'est bien une association. Et donc, voilà, elle doit être traitée comme une association. Et effectivement, quand c'est effectivement une location privée, elle a un autre statut. Oui, mais je te prendrai un exemple qu'on a eu il y a quelques mois. Une association de réseau d'entreprises, pour moi, c'est des entrepreneurs. On ne peut pas prêter à toutes les associations de je sais pas comment on dit, de réseautage, nos salles, parce qu'elles ont un statut d'association. Donc à partir du moment où une association est en fait une association d'entrepreneurs, pour moi, ça doit être géré comme des entrepreneurs et pas comme une association. Oui, pour bien préciser, en fait, quand on donne une salle à une association, c'est en fait une subvention déguisée. Enfin, c'est ce qu'on appelle une subvention, en fait, hein, c'est une subvention. Donc, en fait, on ne peut pas subventionner n'importe quoi. Il faut que ce soit, en fait, ça vise un intérêt général. Donc, dans le cadre, en effet, de réseau d'entreprise, on n'a pas de subventionner parce que là, l'objet est privé. Donc, on n'aurait pas le droit, en fait, de pouvoir leur prêter gratuitement. Il faudrait voir précisément, effectivement, ce qu'il y a dans les statuts de l'association, s'il y a une prise, effectivement, d'intérêt ou pas derrière. Enfin, parce que là, on est sur des cas visiblement fictifs. Mais voilà, ça s'analyse, effectivement, juridiquement. Alors, je pose la question. Qui s'abstient? Qui vote contre? Tu tapes contre? Ah, merci pour votre... voilà, c'est bien ça. Le point 6. Alors, dénomination d'une impasse. Donc, dans le cadre de la certification des adresses sur les bases des adresses nationales, il convient de nommer chaque rue de la commune en respectant les directives nationales afin de permettre notamment la bonne desserte des parcelles par la fibre optique et un accès facile et rapide lors d'intervention des secours. Nous avions déjà porté ce sujet au dernier conseil municipal. Il avait été posé une question concernant donc l'impasse, une impasse qui pouvait appartenir au domaine privé. Donc les services ont regardé que tout soit bien dans les règles et donc nous pouvons dénominer cette impasse aujourd'hui. Donc il s'agit de l'impasse qui est chemin du Perret. Et donc nous vous avions proposé impasse de la Galoche selon le cours d'eau qui passe à proximité. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est joli, les galoches. Alors, notre cher DGS m'a proposé une petite vidéo accompagnée d'une bande son.
Donc, je vais lui laisser la dérouler et je répondrai à vos questions ensuite. Je peux d'ores et déjà vous dire que les déchets représentent 5 439 000 € sur le budget budget général. Ah, je laisse. Alors, je vous dis tout de suite, notre directeur, il a un grand cerveau, mais pas à ce point-là. Il a fait travailler l'intelligence artificielle et je trouve que c'est bien. C'est une information par l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître, il faut quand même, parce qu'il va nous demander des augmentations, il va nous faire croire que c'est lui qui a tout inventé. Une très bonne idée. On pourrait, ben oui, mais ça dépend pas de nous, hein. Reste des 60 pages. Alors, on peut quand même dire que sur les ordures ménagères, là, on n'atteint pas les objectifs qui avaient été fixés au niveau national. Donc, il faut encore qu'on fasse des efforts pour réduire nos déchets, parce qu'on a plus de déchets que ce qu'il faudrait. Ce qui pose aussi problème au niveau de la communauté de communes, c'est que nous avons toujours un taux de refus de tri en hausse au niveau des emballages jaunes, les poubelles jaunes.
Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être vigilant, parce que quand il y a des erreurs de tri, bah, le camion repart au centre d'incinération, donc ça coûte très cher notre société. Et puis, bah, vous vous souvenez tous que vous avez été mis aux contributions cette année pour la distribution des composteurs. Donc, j'espère que tout un chacun s'en occupe, s'en sert et que ça fonctionne. Hein, voilà. La part des déchets verts, si vous avez regardé le tableau, c'est quand même 4617 tonnes. C'est le plus gros poids de déchets qui sont traités dans les déchetteries. Donc, c'est vraiment un point noir pour le où il faut réduire, il faut apprendre à garder ces tontes chez soi, les mettre du mulching, comme je crois qu'on appelle ça comme ça, voilà, plutôt que de les porter en déchetterie. Mais bon, ça va venir, voilà. Et le réemploi, comme la vidéo l'a dit, c'est une zone de développement, de recyclage des déchets qui est en plein développement. Et chaque fois à la déchetterie, on voit des nouveaux postes de tri, de réemploi. Donc voilà. Voilà les tendances Je vous laisse me poser les questions. C'était plus une réflexion qu'une question. On voit qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Et d'ailleurs, tout le travail qui a été fait avec la distribution des composteurs en lien avec la communauté de communes, c'est vraiment un travail hyper intéressant. Par contre, je pense qu'on a un travail de sensibilisation parce qu'on voit qu'on a une explosion quand même de tout ce qu'on collecte dans les poubelles jaunes et qui est en lien avec un phénomène qui se développe beaucoup depuis 15-20 ans, c'est l'augmentation des commandes de produits sur Internet, qui se fait aux dépens de nos commerçants locaux, dans la plupart des cas. Il y a des gens qui achètent des habits, des vêtements, des chaussures, qui, au lieu de faire travailler les commerçants locaux qu'on a, on commande sur Internet, parfois dans d'autres pays. Et ça a un double effet négatif, qui est de faire mourir nos commerces locaux et Amazon. et bien d'autres. Ça a un double effet négatif, c'est que ça fait mourir nos commerçants locaux et que ça entraîne une très forte augmentation, on le voit, des déchets, cartons, etc. dans les poubelles jaunes. Donc il y a peut-être un travail de sensibilisation à faire de manière générale. Voilà. D'en parler un petit peu, en tout cas, ça permet peut-être d'en prendre conscience les uns et les autres. Pas de vote, c'est simplement on prend acte, mais il n'y a pas de vote. On peut continuer le débat si vous voulez. Pour compléter, en effet, mais alors il n'y a pas qu'Amazon, hein, il y a aussi quand même tout le suremballage au niveau de nos industriels. Hein. Enfin, comment? Ouais, il y a un suremballage hallucinant quoi, au niveau de tout ce qui peut être acheté, etc. Et ça, ouais. Alors là, je vous propose, la prochaine fois, vous venez tous avec votre gourde. Non, je disais la même chose que Brice. Les achats Internet, moi, pour le pratiquer, je reçois énormément de sachets plastiques, mais pas de boîtes. Et les boîtes, moi, je suis d'accord que dans les commerces, justement, les grandes surfaces, il y a beaucoup d'emballages qui ne servent à rien du tout. Et c'est ça qu'on met dans nos poubelles de tri. Voilà. Oui, alors sur ces 2 ou 3 dernières années, il y a quand même un effet un peu c'est qu'ils ont demandé à ce qu'on mette beaucoup plus de choses dans les poubelles jaunes que dans les poubelles grises. Donc il faut voir sur le long terme s'il y a une telle augmentation que ça ou si c'est un deuxième effet. Parce que normalement, si je ne m'abuse, les paquets qu'on reçoit par FedEx ou par je ne sais quoi, ne vont pas dans les poubelles jaunes, mais vont à la déchetterie directement. Vas-y. Effectivement, c'est avec les consignes de tri étendues, effectivement, une des raisons que tu expliquais, effectivement, Bertrand. Moi, je me demande même si maintenant, il ne faudrait pas inverser en fait, le ramassage, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un ramassage tous les 15 jours pour les poubelles jaunes et toutes les semaines pour les ordures ménagères, et ben, d'en avoir plus souvent pour les poubelles jaunes parce qu'elles sont effectivement vite remplies. Le sujet a été abordé en commission. Le problème, c'est que les ordures ménagères, vous avez parfois des odeurs qui se dégagent et les habitants dans certains quartiers, risquent de ne pas apprécier que ça stagne 15 jours, alors qu'un emballage, normalement, il n'y a pas trop d'odeur.
Vous avez, vous avez blagué, mais je vais mettre un peu d'humour parce que j'ai pas la tête à ça, mais je vais le faire. Il y en a deux qui, sur leur composteur, ne marchent pas beaucoup. C'est celui de Bernard Guyanan et celui du maire. Nos composteurs. Ah oui, Frédéric Brognard. Alors lui, il est allergique aux composteurs. Siévo. Franck Ballandra, le rapport. C'est le rapport du président sur la qualité de service 2024 du CIEVO. Donc, je ne sais pas si vous avez eu tout le déroulé. Donc, moi, j'ai fait un résumé parce que globalement, c'est souvent que des chiffres ou des stats. Après, il y aura une petite discussion à la fin sur ce qu'on a préconisé. Mais enfin, donc, on est toujours en augmentation d'abonnés. On a 1% de plus d'abonnés malgré la faiblesse des constructions. On a toujours un peu plus d'abonnés parce que voilà, il y a quand même des nouvelles habitations suite à des divisions de parcelles, de bâtiments. Enfin, voilà. Notre consommation sur le CIEVO, cette année, on a acheté 730 000 mètres cubes d'eau. On est en augmentation de 3%. Ça faisait 3 ans qu'on était en baisse et cette année, on est en augmentation. Donc, on ne sait pas pourquoi. On misait plutôt sur une baisse et ça a augmenté. 3% quand même. Ouais. D'habitude, on était en baisse ces dernières années. Cette année, 2024, on était en augmentation. Pourtant, 2024 n'a pas non plus été une année très chaude. Donc, et sur les 730 000 mètres cubes qu'on a achetés, on en a revendu 600 000. Parce que les 130 000 qui restent, on a 100 000 mètres cubes de fuite. C'est sur la fuite. Et 30 000 mètres cubes, c'est sur les besoins de service, aussi bien pour Suez quand ils font des purges, que les services incendies quand ils font des incendies. Enfin voilà, l'estimation c'est 30 000 mètres cubes. Le rendement du réseau est de 85%, donc qui est en augmentation, enfin il est très bon, et en sachant qu'au niveau national, il faut qu'on soit plus de 50%, donc on est largement dans les clous. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un rendement élevé, parce qu'avec les nouvelles taxes qui vont arriver, plus on aura un rendement élevé, moins on sera taxé. Parce qu'il y a des nouvelles taxes qui vont arriver bientôt, et plus notre rendement est bon, ben moins on sera taxé. Notre réseau diminue un peu, il est 277 km au lieu de 279. Parce que quand on fait des travaux, quand il y a des maillages, on modifie les maillages ou on modifie les passages. Du coup, on arrive à gagner des métrés sur les réseaux. Cette année, on a renouvelé 3 km 700. Sur les 5 ans, ça fait 3 km. C'est à peu près la moyenne qu'on a fait depuis 5 ans. Et on a 73 ans de renouvellement total du réseau. Donc, ce qui est très bien, parce que souvent, c'est plus près du siècle que des... Voilà. Et depuis qu'on a refait la DSP au début du mandat, là, globalement, on renouvelle le double de réseau qui se faisait avant. Niveau des analyses, eh ben, il y en a eu 43. Il y en a qu'une où on a trouvé des CVM. Du coup, les CVM, c'est les chlorures de vinyle monomères qu'on vient de... C'est tout nouveau. C'est sur les réseaux plastiques, enfin sur les canalisations plastiques. Et du coup, cette année, c'est à Frontenay et on la change avant la fin de l'année. On refait tout le réseau. On a changé nos priorités parce que ça, c'est quelque chose qui est... On n'a pas le choix. Et en même temps, on continue de chercher sur ces chlorures de vinyle et sur les PVC, en sachant que sur les 277 km de réseau qu'on a, on en a 50 qui sont en PVC. Donc on cherche pendant 5 ans pour faire tout le réseau. On fait toutes les communes, on fait un prélèvement sur un réseau ou deux suivant la taille des communes. Pour que... J'ai bientôt fini, Jean-Paul. Sur les finances, on a en gros 1 million de recettes.
on fait 1 million de travaux. En fait, on a 250 000 de coins, en fait, d'argent. Et du coup, ça suffit largement pour faire tout ce qu'on a à côté. Et du coup, tout ce qu'on a en recette, on le réinvestit totalement. Canalisation ou ouvrage. Enfin, voilà. Le tarif est de 3,64 € le mètre cube pour 120 mètres cubes. Supérieur à 120 mètres cubes, c'est plus cher. On va renouveler le chemin directeur, c'est-à-dire que c'est aussi bien niveau SIG, enfin niveau cartographique. En fait, on fait un check-up sur tout le réseau et toutes les structures qu'on a pour savoir exactement où on en est. Voilà. Je vais juste finir en disant qu'on a fait une étude, je vous l'avais dit il y a déjà en début d'année, ou je ne sais plus quand, une étude pour fusionner avec le syndicat de la Haute-Vallée, vu qu'on devait être repris. Pardon. Et comme ça a été annulé, la Comcom n'était plus obligé de reprendre la compétence, donc nous on l'a gardé, et du coup on n'était plus obligé de s'accoupler avec la Haute-Vallée, puisque c'était extra-communautaire, donc on n'était pas obligé, si on était extra-communautaire, de donner la compétence à la Comcom. Et du coup, suite au DIAG, et ben en fait, pour l'instant, on estime aussi bien la Haute-Vallée que nous que c'est trop tôt et qu'on reverra ça dans quelques années. Voilà. J'ai fini. Ah, j'en ai aucune idée. Non, c'est juste l'information. Je ne peux pas te dire. Je me renseignerai, je te dirai. Et si c'est possible, je te dirai où. Voilà. Mais ouais, c'est par la RS, mais je sais pas où il faut. Non. Ouais, bah, parce que tu connais les deux. Enfin, bah oui, je sais bien. Et oui, puis tu étais aussi vous avant. Donc, et quand tu étais, toi, vous communiquiez ou pas? Voilà. Bon. Bah, toujours pas. Ouais. Mais je peux en parler. Je retiens. Hop. C'est pour ça que ça fait du bail. C'est pour ça que je comprends. Je voulais savoir quel était le niveau de connaissance fin des réseaux, parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on recherche les PVC en faisant effectivement des analyses, ce qui sous-entendrait peut-être effectivement que le niveau de connaissance, surtout peut-être sur des réseaux très anciens, vous n'avez pas une connaissance fine de tout, en fait, ce qui pourrait se comprendre, quoi. Alors, oui, la connaissance, on l'a à peu près, mais c'est à peu près, parce qu'il y a eu, enfin, le syndicat existe depuis longtemps et on ne travaillait pas il y a 50 ans comme maintenant. Donc, en fait, ce qui s'est fait il y a quelques années en arrière, on n'a pas une connaissance précise. Donc, oui, on fait un schéma directeur pour avoir une vraie connaissance de notre syndicat, enfin, de notre réseau. Et pour les CVM, c'est juste des PVC qui ont été installés avant les années 80. Donc, en fait, c'est limité en plus. C'est pas... Voilà. Mais on n'était pas obligé de le faire et on avait pris la décision de le faire quand même. Mais étalé sur le temps. Franck, parce que Franck, il avait le droit aujourd'hui, parce que c'était un très bon rapport. La preuve, ça intéressait le journaliste. Mais j'espère que dans les autres interventions, vous ne serez pas aussi long. Juste pour repréciser que, en effet, sur le site de l'ARS, vous avez, ça s'appelle europenatsanté.gouv.fr. Vous pouvez taper, vous pouvez trier par département, par commune, et vous pouvez consulter toutes les analyses. La dernière sur notre commune datant du mois du 24 octobre. Je laisse le directeur qui va faire ça à ma place.
Donc les décisions du maire, numéro 29, une déclaration préalable qui a été déposée par la commune pour aménager le parking et les murets en pierre qui sont en cours de finalisation à Jarniou, pas très loin du bureau de tabac. Numéro 30, déclaration préalable pour la rénovation extérieure du bar de tabac de Jarniou qu'on a déposé pour le compte de la locataire. Numéro 31, acquisition d'une concession dans le cimetière communal de Pouilly-le-Monial. Numéro 32, c'est une erreur de numérotation, donc ça n'a pas été utilisé. Il n'y a pas eu de décision du maire 32. Et numéro 33, renouvellement d'une case du columbarium dans le cimetière de Liergues. Nous avons touché du département de 63 000 euros. 63 000 euros pour les 2 gares du TACO. Si je ne me trompe pas, Bertrand, c'est ça? Voilà. Bon, information sur la reprise du restaurant La Ciccinella. Je tiens à vous dire qu'il y a trois, ils sont 3 sur la liste. Il y en a un qui est en bonne position parce que c'était des vrais professionnels associés. Donc, je pense qu'au prochain conseil municipal, on vous dira ce qui a été retenu. J'ai l'information à vous donner parce qu'on ne l'a jamais dit. L'information de l'ouverture prochaine du Pain du Gone. Nous n'avons pas de date. On nous a pas communiqué de date de l'ouverture du Pain du Gone. Bertrand Leroy. Deux, trois informations. Donc, au niveau du marquage du covoiturage, nous allons rajouter 2 places à Liergues, étant donné le succès des trois en place, qui sont régulièrement prises. Donc, on va rajouter 2 places pour voir si c'est pour ça qu'il n'y a jamais plus que 3 voitures, puisqu'on n'a que 3 places. Voilà. Ensuite, réception des travaux du CIDER. Donc, pour la démarche performantielle, on fait une réception en journée le 17 et une réception la nuit le 19 pour voir si les éclairages correspondent à ce que l'on a demandé. Et pour le quartier des Hauts-de-Liergues, nous relançons inlassablement le CIDER pour les éclairages publics. Nous en sommes on pense avoir fini et avoir juste le rapport du consuel final. Et en fait, il n'a pas voulu passer parce qu'il manquait le schéma électrique dans le tableau électrique, alors qu'il y a déjà eu 2 avis techniques et un consuel qui sont déjà passés par le passé. Donc... Alors, exceptionnellement, je donne la parole à M. Mingeard, mais c'est des informations qu'il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, vas-y, pose la question quand même, exceptionnellement. Pas de questions. Oui, au niveau des éclairages, il y a quand même un problème d'intensité par rapport à ce qui existait. C'est que les éclairages sont beaucoup moins puissants et il y a des zones qui sont devenues des zones sombres, pour pas dire noires. Donc, est-ce qu'il y a des poteaux qui vont être remis ou comment ça va se passer? Ou il y a un réglage possible? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'était ce qui était voulu, c'est d'avoir un éclairage qui soit précis, beaucoup plus précis, pour éviter qu'on éclaire comme l'éclairage d'avant, c'est-à-dire de partout, on inondait et donc on empêchait les oiseaux de nuit d'être le long de l'ombre au moins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas changer puisque c'était le but et ça devait être comme ça. Ensuite, il y a une possibilité éventuellement à certains endroits de rajouter des poteaux, ça aura un coût, pour augmenter la densité, puisqu'il y avait des choses et des endroits effectivement qui étaient éclairés de fait, parce que les éclairages avant éclairaient aussi. La troisième chose, c'est qu'on peut augmenter l'intensité. Ça aura un coût aussi. Ça aura aussi une nuisance
lumineuse, mais on peut augmenter, puisqu'on a choisi de commencer avec un niveau plus bas de luminosité. Je pense qu'il faut plutôt faire du cas par cas, c'est-à-dire de définir des endroits où on a vraiment besoin d'avoir un peu plus d'éclairage, mais de ne pas augmenter partout de la même manière, parce qu'il y a des endroits où, en fait, je pense qu'on met de l'éclairage, mais il n'y a personne qui y passe pas. Donc, je pense que c'est ce que permet cette technologie, c'est d'adapter. Donc, profitons de la technologie pour adapter l'éclairage comme il faut. Donc, si vous avez des cas particuliers, il faut nous les proposer. Merci Bertrand. Agnès de Saint-Jean, en information. Moi, c'était juste pour faire un petit point par rapport à l'ouverture prochaine, enfin la réouverture du bar tabac de Jarniou. Madame Fournier, donc, qui a repris le commerce, donc la dénommée, enfin si vous êtes passé devant, vous avez peut-être pu voir la nouvelle enseigne. Donc ça s'appelle donc Comptoir Colette. Donc elle a terminé l'ensemble des travaux qu'elle souhaitait faire à l'intérieur du bâtiment. Il lui reste juste un petit point à faire au niveau de la façade qu'elle souhaitait remettre au propre. Voilà, donc elle est en attente des derniers éléments pour pouvoir ouvrir, à savoir elle aimerait bien ouvrir avec le tabac. Donc il lui manque quelques éléments au niveau du greffe, mais donc elle espère pouvoir ouvrir la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Voilà. Claude Catala. Alors, je vais vous faire un petit retour, moi, sur la soirée du rire. Cette année, on a eu 227 entrées contre 254 l'année précédente, ce qui nous fait une perte au niveau des entrées de 540 €. La buvette a rapporté 2 521 € et le bénéfice donc de la soirée est de 1 752 €. Voilà. L'année dernière, il y avait un peu plus de monde. Oui, le bénéfice était de 2000 et quelques, mais il y a déjà un delta de 540 sur les entrées. Voilà. Ensuite, les ateliers mémoire qui sont en cours et qui se passent à la salle des fêtes de Pouilly. Donc, ça, c'est organisé par Cap Génération. Donc, ça fonctionne bien. Ça se terminera en janvier. Je suis allée les voir 2 fois. Les gens sont contents. Et c'est une manifestation à refaire pour le prochain mandat. Voilà. Ensuite, le 8 novembre a eu lieu l'atelier remise en selle. Donc ça, c'est le vélo électrique. Donc, il y avait 4 encadrants pour 5 personnes seulement. Et ils auraient voulu avoir 8 personnes et ça n'a pas bien pris. Je pense que les personnes qui voulaient s'inscrire, elles ont pas... C'est la période qui leur a pas convenu. Voilà, c'était en novembre. Voilà. On a eu beau temps. Moi, je l'ai faite, la formation. Et les encadrants, ils étaient au top. Et ils ont surtout axé sur la prévention routière, enfin sur la sécurité. C'était très très bien et le coût c'était 200 €. C'est des bénévoles, c'est une association qui s'appelle Vulib, c'est ça? Hein, voilà. Hein, voilà. Ensuite, le goûter des aînés qui aura lieu le 14 décembre. La formation babysitting, une nouvelle formation babysitting qui se tiendra le 17 janvier 2026. On a à ce jour une 8 personnes à peu près intéressées. Hein? 11? D'accord. Bon, voilà, je n'ai pas tout suivi. 11 personnes. Voilà. Donc, ça avait bien fonctionné l'autre fois. Maintenant, on va vérifier que les personnes qui avaient fait la formation l'autre fois sont toujours disponibles pour faire du babysitting ou si elles ont pris une autre orientation, des études ou n'importe. Voilà. Et la prochaine réunion du CCAS aura lieu le 24 novembre à 19 h.
Alors, je voulais vous faire un point sur les prestations CAF qu'on a pour les temps du périscolaire depuis 2022. Donc, pour avoir ces prestations, il y a plusieurs clauses à avoir, c'est-à-dire un agrément déjà PMI. C'est tout ce qui concerne la capacité d'accueil et les locaux. Il faut aussi avoir un accueil validé et réglementé par la jeunesse et sport. Donc, ça fait partie aussi du deuxième point à avoir pour avoir ces prestations CAF. Un projet PEDT et projet pédagogique. Donc, c'est tout ce qui est la cohérence éducative entre l'école, les parents et puis les familles. Pour information, à ce jour, on a 25 agents sur les 3 écoles, sur les temps méridiens, enfin matin, midi et soir. Voilà. Après, l'organisation des temps périscolaires, donc on a un partenariat avec l'ESL, donc on a 5 jeunes qui viennent sur ces temps-là. On a un partenariat aussi avec Lire et Faire Lire, donc c'est 2 bénévoles sur Liergue que vous connaissez certainement, Madame Deletombe et Myriam Popinot, nouvellement bénévoles. Donc les activités phares, voilà, c'est noté, hein, tout ce qui est culinaire, activités manuelles et jeux collectifs et coopération. Il y a des participations aussi à des projets tels que la grande lessive que vous connaissez. Donc c'est des enfants qui font les enfants font des dessins et sont affichés sur une grande. Comment? Oui, voilà, sur un thème. Les assistantes d'ailleurs maternelles font aussi ce projet. Et dernier voilà, document. Donc, on a une convention avec la CAF. Donc, cette convention, qui est signée, c'est des prestations qu'on a, c'est un taux horaire par enfant et puis par heure. Donc, c'est de l'accueil de loisirs sans hébergement. Convention territoriale, donc avec la communauté de communes, on a fait un projet de territoire. Ce projet de territoire, c'est avec les 32 communes qui sont signées par les maires. Voilà, sur les locaux qu'on a, nos enfants, ils vont dans des salles de classe, mais pas seulement, ça peut être dans des salles annexes. Et puis en dernier, donc depuis 2024, on a le bonus donc inclusion. C'est un bonus qui est accordé pour les enfants en situation de handicap, donc il faut qu'ils aient aussi un dossier. Et pour information, il y en a 6 sur Porte des Pierres Dorées. Donc voilà, et au niveau des chiffres, enfin des montants qu'on a, donc la PS ALSH, on l'a déjà depuis quelques années et qui évolue parce que bon, il y a eu un temps donné entre midi et 2, alors qu'avant c'était le matin, on percevait pour le matin et le soir. Maintenant c'est pendant le temps méridien, donc ça fait déjà quelques années. Le bonus territoire, donc c'est la communauté de communes qui a mis en place donc ce projet, ce que je vous ai dit, qui est signé par les 32 maires et qu'on a depuis, je crois, 2022. Et le bonus inclusion depuis 2024. Donc ça ne cesse d'augmenter et on arrive à 2025 à 112 000 119 €. Merci. Sylvie Coyard. Et le dernier point, la commission scolaire, vous avez reçu pour ceux qui sont invités, et c'est le 25 novembre à 18h45 ici. Voilà. Sylvie Coyard. Encore. Donc moi, je vais juste faire un petit retour sur un rendez-vous qu'on a eu avec la nouvelle propriétaire de l'échoppe dorée qui se trouve à l'ancienne épicerie de Liergue, qui nous a sollicité pour plusieurs choses. Donc, elle aurait souhaité que la municipalité lui prête des salles pour son inauguration.
Donc on a eu un rendez-vous avec elle pour discuter de tout ça. Elle souhaite aussi une certaine publicité faite par la municipalité. Et donc se pose la question à savoir si, parce qu'en fait c'est un groupement aussi d'artisans et de créateurs, et la question se pose de savoir si on est sous le statut associatif ou le statut professionnel. Donc on est en train de voir tout ça, voilà, on est en discussion. Monique Borio. Oh là. J'ai 3 petits points. Je suis pas la dernière. Bon, la cérémonie du 11 novembre, bon, bah, ça s'est passé normalement, on va dire. Il y avait une bonne participation cette année, j'ai remarqué, sur les trois sites. Par contre, il y aurait des petits points à améliorer. On a été gênés cette année du fait que les porte-drapeaux et les pompiers défilent de la place de la Fontaine jusqu'au monument aux morts. On a été gênés par la circulation. Donc l'année prochaine, il faudra peut-être prendre un arrêté pour que les véhicules soient bloqués en bas de la montée du Grillet jusqu'à la place de la Fontaine. Voilà. Bon, c'est un petit point à améliorer. Il y a quand même un autre petit point aussi qui nous a bien chagriné, c'est le problème de la sonorisation. C'est vrai qu'on a vraiment énormément de difficultés. Alors, est-ce que ça vient vraiment de la sono ou est-ce qu'il ne faudrait pas une personne qui soit déléguée pour mettre les musiques, une personne spécifique? Un qui le faisait très bien, c'était Thierry Julien. Bon, bah alors on va le réembaucher. Oh, mais il peut y en avoir d'autres, hein, c'est pas un problème. Parce que c'est vrai que le maître de cérémonie, lui, il a son organigramme, tout ça. Il faudrait quelqu'un de spécifique. Donc voilà, vous verrez l'année prochaine comment vous ferez. Deuxième point, la boulangerie. Alors la boulangerie, vous savez qu'elle est ouverte depuis le 3 novembre. Ça se passe bien. Moi, personnellement, la boulangerie de Pouilly-le-Monial. Oui, bien sûr. Pardon. Je suis allée les voir. J'aurais même passé commande pour la fin de l'année. Apparemment, ils ont des belles propositions au niveau des desserts. Voilà. Donc, je vous en fais part parce que bon, j'ai passé déjà commande pour le club des anciens, et ils font des choses assez sympas. La troisième chose, c'est la fête anniversaire des Bergeronnettes. Donc, vous avez dû voir passer peut-être sur le site ou sur Panneau Pocket, je ne sais pas. Ce sont les 50 ans des Bergeronnettes. Il faut savoir que cette association a été créée en 1974 par monsieur et madame Jalade, les parents, et que ça a été repris par Michel Péguet en 2004. Et donc, ça fait déjà 15-16 ans qu'elle est à la tête de la présidence de cette association. Donc, il y a 3 représentations. Le samedi, il y en a 2, en matinée et en soirée, et puis le dimanche en matinée. Voilà, si vous voulez regarder les petites filles danser ou faire de la gym, vous pouvez y aller. Merci, c'était très bien présenté, Monique. Voilà, merci. Parole à Brice Durand. J'avais dit les 3 meilleurs à la fin, c'est ça. Quelques points sur la communication. Donc le bulletin municipal 2026. On a eu une réunion hier pour voir les points qui seraient abordés dedans. On est sur un bulletin municipal qui est un peu particulier puisque nous sommes en période préélectorale, donc avec certaines restrictions au niveau de la communication et notamment sur les projets, sur la communication, sur les réalisations de la mandature actuelle. Donc de toute façon, on avait un bulletin qui, depuis maintenant 2-3 ans, était axé vraiment sur les associations et sur la vie associative. Donc ça, il le reste, il n'y a pas de souci. Et puis viendront se rajouter des choses. Ça permettra notamment de développer au moins une page ou 2 sur l'ADMR. Et puis d'autres sujets comme Beaujolais bioauthentique. Voilà, et puis un peu aussi de chronique historique, quelques pages aussi dessus. Donc ce bulletin qui est prévu pour fin janvier, normalement. Un autre point que je vous ai parlé donc, lors de, de la DM qui concerne la taxe d'aménagement. Alors, on s'est aperçu qu'on avait en fait un manque de 200 000 qui nous reste à percevoir
puisqu'en fait, pour tout dire sur j'ai m'y attarder 2 secondes parce qu'en fait, c'est pas un problème propre à la commune, mais à l'ensemble du pays, puisqu'il y a une réforme sur la perception de la taxe d'habitation, de la taxe d'aménagement qui a eu lieu en septembre 2022. Il y a eu un transfert en gros entre la DDT et la DGFiP sur la liquidation de cette taxe. Et bien sûr, rien n'a suivi derrière, puisque en fait, il n'y a eu aucune anticipation sur la mise en œuvre et donc les moyens pour la récupérer, cette taxe d'aménagement. Donc en gros, aujourd'hui, l'impact sur l'ensemble de l'État représente en termes de recettes quand même 1,5 milliard. Ça veut dire que depuis 2022, il y a 1,5 milliard qui n'ont pas été recouvrés, quoi. Donc c'est un problème de plus sur les recettes actuelles. Donc ça c'est en fait ça et ça c'est 1,5 milliard. Non, ça c'est pas la commune. Si on avait ce budget là, j'aimerais bien, mais non. Et ça a commencé à avoir des répercussions parce que je sais pas si vous avez entendu, mais notamment au niveau, il y a une part qui revient, alors bien sûr à la commune, mais il y a aussi une petite part qui revient au département et qui lui permet notamment de financer les CAUE. Donc les CAUE, on a pu travailler avec eux, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est des associations, donc ils sont en partie financés par le département. Et on a pu entendre notamment dernièrement la fermeture carrément du CAUE dans la Manche, et avec un certain nombre de licenciements derrière. Donc pour revenir à notre commune, il y a eu un rapport parlementaire sur tout ça, sur l'organisation. Je vous invite à aller voir. En tous les cas, pour nous, ça représente 200 000 € à peu près. Donc il va falloir aller retrouver. Sachant que ça va demander du coup davantage de travail au niveau de nos services, puisque ça va demander à aller regarder les autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées et en face, si on a bien les recettes. Puisqu'avant, en fait, pour de manière concrète, avant, le facteur déclencheur, c'était l'autorisation d'urbanisme. Donc à partir du moment où vous faisiez, par exemple, l'autorisation était délivrée, c'est-à-dire un permis de construire était délivré, automatiquement, ça enclenchait le recouvrement de la taxe d'aménagement. Aujourd'hui, c'est plus ça qui le déclenche, c'est la fin de travaux, l'achèvement de fin de travaux, et qu'on vient en plus maintenant, on demande aux particuliers d'aller le saisir dans la GBMI, gestion de mon bien, GMBI, gestion du bien immobilier, donc là sous votre espace impôt, et qui donc demande d'aller le saisir. Donc certains forcément vont pas forcément y penser, ou vont pas le faire, ou vont attendre. Enfin voilà. Donc du coup, le résultat, c'est qu'il nous manque 200 000. Donc il y a ce travail-là qui va être effectué auprès de nos services. Avant, on était au courant automatiquement. Oui, après. Oui, et là, ça demande en effet à aller voir la perception, enfin au niveau de la trésorerie, si c'est recouvré. Ouais. Alors, se rajoute par-dessus un problème particulier à la commune, où apparemment certaines sommes ont été versées sur notre ancien numéro INSEE, donc de Pouilly notamment. Donc il va falloir aller récupérer là aussi. Bon, voilà, ça aide pas. Voilà pour la taxe d'aménagement, notre problématique. Je fais un rapide point sur le bilan financier de la voie du Taco. On a un petit, voilà, donc avec une récap de nos dépenses, la dépense d'investissement sur la voie du Taco, donc il se monte à exactement 1 042 000 hors taxe sur cette voie du Taco. Et je vous ai mis à droite le camembert de financement de ces 1 042 000 entre les différents financeurs. Donc le principal, bien sûr, ça reste nous à 438 000 €. Et puis la majorité derrière, c'est le département, l'État et la communauté de communes. Donc chacun pour ces montants-là.
Donc, si vous voulez faire la somme et que vous apercevez que ça ne correspond pas à 1,42 million, c'est normal. C'est le petit écart, les 4 000 d'écart, c'est la fameuse TVA qu'on ne récupère pas, puisqu'en effet, on paye une TVA à 20% et on nous la rembourse à hauteur de 19,6. Voilà. Laurent Simon. Ah, pardon. Juste un point sur la certification des adresses qui avance qui avance à grands pas, puisqu'on est maintenant pratiquement on est à 99% d'adresses certifiées sur la base de données. Donc, qui permet notamment de nous aider sur l'adressage pour la fibre et puis pour tout le reste, etc. Donc, un grand merci au service, et notamment à Caroline et puis Maëlys. Voilà. Merci. Excuse-moi, Laurence. Ah, c'est bon. Alors, nous accueillons donc avec grand plaisir ce samedi à la salle des fêtes de Jarniou Ernest Afrier, conteur, narrateur d'histoire comme il aime à se définir. C'est sa grand-mère africaine qui l'a initié au conte. Il a d'abord été éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté, avec qui il partageait ses histoires nourries de valeurs du rugby, sport dont il est grand fan et qui véhicule des valeurs essentielles qu'il prône et intègre à ses histoires, telles que la tolérance, la différence, le respect et la fraternité, termes fondamentaux et structurants. Donc samedi dès 17h, Ernest Afrier va nous embarquer pour un voyage aux quatre coins du désert, un voyage drôle, poétique, musical, enchanté, et nous sommes ravis d'offrir ce spectacle à nos administrés. Pour info, le spectacle est complet. Il nous avait donné une jauge de 80 personnes parce qu'il ne parle pas avec un micro. Il parle à voix sans micro, non, a cappella. Et on a augmenté quand même la jauge d'abord de 10, puis de 20, donc on sera 100. Mais là, on ne peut plus aller au-delà parce que sinon, ce serait au détriment du spectacle. Voilà. D'autres tables, il n'y a pas rien de spécial. On va rentrer. Bon, j'ai une communication à vous faire. Elle me travaille depuis pas mal de temps. J'annonce ce soir ma démission de maire. Et je reste conseiller quelque temps. Voilà, je vais vous dire franchement, j'arrive plus à assumer, à prendre mes responsabilités. J'ai d'énormes difficultés. J'ai caché à tout le monde un petit peu. Et, sauf quelques proches comme Marie-Claude Catala, avec qui je me confie, et Régine Gauthier. C'est un moment difficile pour moi parce que j'ai donné toute ma vie pour la commune, toute ma vie pour la communauté aussi, puisque en même temps, j'ai été responsable du petit commerce sur le plan national et j'ai été à beaucoup d'autres occupations qui font qu'aujourd'hui, eh bien, je suis dans la réalité. Et j'essaye de résister là maintenant pour pas vous faire pleurer, parce que je veux pas vous faire pleurer. Mais je pars avec pas de regrets, ça n'en est certainement point, mais avec le sens du devoir d'avoir travaillé un maximum pour tous les administrés. J'ai toujours été proche de mes administrés. J'avais le plaisir de les servir. Et j'ai passé toute ma vie à servir les autres. Toute ma vie. Et aujourd'hui, bien, c'est la fin d'une vie que je veux passer à autre chose, soutenue par ma famille et mes enfants.
on aura, écoutez, je veux dire, oui, bien sûr, il y aura l'occasion de se revoir. Mais me remercier, ben, si tu veux me remercier. C'est dur, voilà. Et je vous le dis tout de suite, je vous aime tous autour de cette table. Vous avez été excellents. Je remercie aussi tous les fonctionnaires, les agents et le directeur. Quel travail on a fait ensemble. Quel travail, quel travail, quel bon travail. Ce qui me marque le plus, c'est la commune nouvelle. C'était mon bébé et je le porte et je suis content que vous tous autour de cette table, vous avez été favorables à cette commune nouvelle. Et c'est quand je me retrouverai chez moi, je penserai à ce qu'on a fait ensemble. Et ça sera rassurant pour moi. Parce que je ne veux pas, je veux résister, aidé par mes enfants. Et je veux continuer, et continuer. Je viendrai vous voir, je ne resterai pas insensible à tous vos travaux. Je sais qu'il y aura 2 listes. Essayez de ne pas vous affronter. Essayez de le faire dans une façon sereine. Faire comme on l'a fait pendant le conseil municipal, c'est-à-dire la gentillesse, l'humour. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Si tu veux. Bon, bah écoute, c'est un moment difficile. Ah. Voilà, vous m'entendez? Ouais. Bah, c'est un moment difficile, mais tu es dans l'émotion et nous aussi. Et je pense que ça vaut le coup de, effectivement, comme disait Bernard, qu'on te remercie. Alors là, moi, j'interviens à mon nom propre, mais je pense que tout le monde partage. Hein. Moi, j'avais envie de te dire, Jean-Paul, un grand merci pour moi, mais pour tous les habitants, parce que tu as été un maire formidable. Tu peux être fier de toi, tu peux être fier de tous les mandats que tu as fait. Et effectivement, moi, si je dois retenir 2 mots de toute ton action, c'est que effectivement, tu as été visionnaire. Tu parles de la communauté de communes, mais c'est ton œuvre. Et c'est une super réussite. Et le 2e mot, c'est que tu auras été un maire vraiment bâtisseur. Quand on parle de toi, quand tout le monde parle de toi, c'est ce mot-là qui ressort. Tu as bâti énormément de choses pour notre commune et tu as su travailler avec toutes les énergies pour le faire. Hein, tu as su travailler, déjà créer ton équipe, tes différentes équipes au fil du temps. Et tu as su travailler avec tous les habitants, avec les commerçants, avec les artisans que tu as fait travailler, avec les associations, avec le monde de la santé. Grâce à toi, on aura la maison Polygone. Tu as fait énormément de choses. Tu as su travailler ton réseau avec les élus, avec le département, et ça nous a permis d'avoir toutes les subventions qu'on a eues et donc mener tous ces projets. Donc on te doit tout ça, on te doit toute ton énergie, effectivement. Tu as passé toute ta vie à faire ça et tu as mené énormément d'actions. Moi, à titre personnel, je voulais vraiment te remercier, mais je pense que c'est au nom de tout le monde. Et le dernier point, c'est que tu le dis souvent, mais tu es un homme de cœur et tu as essayé de travailler pour les autres, effectivement, et ça, on te le reconnaît. Voilà. Et moi, je voulais profiter de l'occasion pour te le dire. Je t'aime, Jean-Paul. Je veux dire un mot, Jean-Henri, si je ne veux pas te laisser, puisqu'on a toujours travaillé toujours ensemble, main dans la main. Jean-Paul, tu parlais de la création de cette commune nouvelle. Je pense que c'est un des projets qui te tenait à cœur quand ça a été créé. On a été plusieurs à la porter avec toi. Je pense à Alain Bertrand, à Yves de Chalandard
qui étaient les maires des communes de l'époque, avant cette fusion. Et tu as impulsé ton énergie habituelle dans ce projet. Et puis, on est un certain nombre à t'avoir soutenu, dont Jean-Louis et moi, pour Pouilly à l'époque, alors que ce n'était pas un projet évident pour les Poliens, qui n'étaient pas forcément tous très motivés à cette fusion. Et puis oui, comment ne pas reconnaître toute l'énergie que tu as donnée pour cette commune? On a pu avoir des désaccords sur certaines orientations politiques, mais ça fait partie du débat public. Mais par contre, c'est vrai que ton énergie, ton dévouement et puis ta capacité à mobiliser cette énergie pour aller notamment chercher un nombre de subventions assez incalculable. Je pense que s'il y avait un Guinness Book du maire qui va chercher les meilleurs taux de subvention, je pense que tu serais très bien classé. Donc voilà, c'est voilà, peut-être voilà, un moment très émouvant pour toi. C'est sûr qu'avec toutes les années que tu as données à cette collectivité et à d'autres, c'est un moment qui ne doit pas être facile. Bon, donc on est là aussi pour t'accompagner. Voilà. Et puis bon, et confiance, il y aura 2 listes, mais on sera des gens responsables et raisonnables et tout se passera bien. Ça sera le plus beau cadeau que vous me ferez. Voilà.